Europe Matin, Maxime Switek. Et à la une ce matin, thermomètre qui plonge, la France se prépare à vivre le pire épisode de froid depuis plus de 10 ans. Consommation de fioul, de gaz et d'électricité au maximum. Vous avez peut-être vous aussi poussé le chauffage. Vous verrez que certains fournisseurs d'énergie ont prévenu à l'avance leurs clients du surcoût lié à cette vague de froid. Que faire des détenus radicalisés en prison? La France tâtonne depuis 3 ans sans vraiment trouver de solution. Un nouveau plan contre la radicalisation sera dévoilé aujourd'hui par le Premier ministre. Ce sera l'enquête du 8h. Dans ce journal, Bure dans la Meuse, évacuation manu militari hier des opposants au centre d'enfouissement de déchets nucléaires. Mais ils ont déjà prévenu, ils reviendront. Comment empêcher un Notre-Dame-des-Landes bis? Le secrétaire d'État à la transition écologique, Sébastien Lecornu, qui est sur place, sera notre invité à 8h15. Il n'y aura jamais de bœuf aux hormones importé d'Amérique du Sud. C'est la promesse d'Emmanuel Macron faite hier aux agriculteurs, alors qu'un accord de libre-échange est en cours de négociation avec l'Amérique du Sud. Qu'y a-t-il exactement dans ce texte? C'est ce que nous verrons. Également au sommaire, la Syrie, impasse diplomatique totale. Et puis les sports, le tournoi des 6 nations en rugby. France-Italie ce soir avec un risque, la cuillère en bois, si par malheur les Français ne gagnaient aucun match dans ce tournoi. Une France pétrifiée, gelée, voilà ce qui vous attend dans les jours qui viennent. Je vous le disais dans les titres et Laurent Cabrol le confirmait il y a un instant, le thermomètre va plonger. Les températures sont négatives quasiment partout ce matin, mais ça n'est rien à côté des moins 10, moins 12 degrés qui sont annoncés sur le nord et l'est en début de semaine prochaine. Bonjour Aude Vernuccio. Bonjour. On verra dans un instant avec vous comment les fournisseurs de gaz, d'électricité se préparent. Mais d'abord, le fioul. 4 millions de foyers français se chauffent au fioul. On remplit les cuves à tour de bras ces jours-ci. Reportage en région parisienne, Mélanie Nunes. De 3h du matin à 22h, c'est un balai constant d'une quarantaine de camions-citernes. Ici, 1 million de litres de fioul est vendu chaque jour, 200 livraisons au lieu de 80 habituellement. Marc-Olivier gère les stocks. Il doit sans cesse approvisionner les camions. On a un réapprovisionnement comme une posologie matin, midi et soir. Et je pense que les gens se sont fait surprendre et ne pensaient pas que ces températures négatives allaient perdurer. Et les cuves vont vite se vider sans qu'on se rende compte en fait. Et la demande est vraiment très soutenue. J'ai été obligé de mettre des chauffeurs de permanence. Je pense qu'on va encore les solliciter ce week-end. Pendant 14 heures, Christian parcourt 200 km pour remplir les cuves des particuliers. Du 6h du matin, 5h30 jusqu'à 20h. C'est un boulot physique, hein. Faut y aller, faut pas traîner. Quand il fait -2, -3, vous êtes dans une maison, il n'y a pas de chauffage, il ne faut pas les laisser dans la misère. Une trentaine d'agents gèrent les commandes. Stéphanie reçoit 500 appels par jour, beaucoup de familles et de personnes âgées. Ils sont assez paniqués, beaucoup sont pris de court là, avec les vagues de froid, ils ne contrôlent pas forcément leur cuve et pensent pouvoir tenir encore un mois ou deux et ils ne font pas attention à leur consommation. Et si le grand froid s'installe durablement, les dépôts de fioul en Ile-de-France pourraient se retrouver en rupture de stock et donc les livraisons rationnées. Un reportage de Mélanie Nunes. Alors je ne sais pas si vous qui nous écoutez, vous avez eu droit ces jours-ci à un petit message de votre fournisseur d'énergie, mais certains ont envoyé à leurs clients une sorte d'avertissement de Vernuccio pour les prévenir du surcoût que peut engendrer cette vague de froid. Oui, vous faites peut-être partie de ceux qui ont reçu ce type de mail de la part d'EDF, suivi d'une estimation en euros. Il faut savoir que chaque degré en moins sur le thermostat, c'est 2400 mégawatts de consommer en plus l'équivalent d'une ville comme Paris. Alors forcément, la facture augmente. Selon les fournisseurs et le type de chauffage, ça peut avoisiner une dizaine d'euros. Par exemple, pour cet appartement parisien de 100 mètres carrés chauffé au gaz, EDF dans ce mail prévoit 14 euros de plus que d'habitude. Et puis cette vague de froid intervient dans un contexte où les prix de l'énergie sont à la hausse, comme le gaz qui a encore augmenté plus d'1% ce mois-ci. Alors il existe des dispositifs pour limiter ce pic de consommation, des systèmes d'alerte en Bretagne ou en PACA, les deux régions les plus fragiles sur le plan électrique. Les clients sont informés par mail ou par SMS si leur consommation augmente d'un coup. Il ne reste plus qu'à appliquer les fameux éco-gestes, utiliser des ampoules basse consommation par exemple, ou lancer sa machine à laver aux heures creuses pendant quelques jours. Merci Aude Vernuccio. L'autre grand titre à la une de l'actualité de ce vendredi matin, c'est ce nouveau plan que va présenter depuis Lille dans le Nord le Premier ministre, un nouveau plan national de prévention de la radicalisation, sujet très délicat. En fait, Édouard Philippe doit annoncer la généralisation d'un certain nombre de dispositifs testés en catimini depuis un an. C'est l'enquête du 8h. C'est avec vous, Salomé Legrand, bonjour. Bonjour. Salomé, depuis l'échec cuisant de l'unique centre de déradicalisation en France qui était à Pontourny en Indre-et-Loire, depuis l'échec aussi des unités dédiées dans les prisons,
Où en est-on aujourd'hui ? Eh bien, on a complètement changé de philosophie. En prison, par exemple, terminer les quartiers où l'on regroupait les détenus radicalisés avec des activités collectives. On se concentre maintenant sur l'évaluation des profils. Il y a actuellement 3 quartiers pour cela, à Fresnes, Fleury et Osny, dotés de chacun 12 places. À terme, il y en aura 6. Durant 4 mois, on y passe les détenus au crible de plusieurs spécialistes chargés, au cours de longs entretiens individuels, de déterminer leur degré d'embrigadement et surtout de déceler les signaux faibles annonceurs d'une éventuelle dissimulation. Cécile Martranchard dirige le Centre national d'évaluation de Fresnes. Elle est rompue à l'observation des détenus. On a tout un tas d'indicateurs qui peuvent être un peu diffus. Par exemple, comment on met en balance la loi religieuse et de la loi de la République. On croise les regards et qu'il y a forcément un moment où on va constater qu'il y a quelque chose qui nous interpelle. Salomé, on entend ce témoignage, mais ça débouche sur quoi ? Alors 3 possibilités, soit le retour en détention classique au milieu des autres détenus, soit pour les plus prosélytes, le placement en quartier pour détenus violents, sans pour l'instant de prise en charge particulière, mais totalement séparés des autres détenus, plus encadrés. 450 places seront créées d'ici la fin de l'année. Dernière option, l'isolement individuel le plus strict. D'après nos informations, ils sont actuellement 72 dans cette situation qui pose question. De nombreux professionnels se demandent si elle ne les radicalise pas encore un peu plus. Et en dehors des prisons, où en est-on ? Alors les gens en fin de peine ou en attente de procès, assignés à résidence ou sous contrôle judiciaire dans des dossiers en lien avec le terrorisme, sont adressés par les magistrats à des associations bien identifiées. Et là, le suivi est alors sur mesure. Psychiatres, psychologues, professionnels de la réinsertion, éducateurs, ils peuvent aller jusque dans les familles ou rencontrer ceux qui travaillent durant leur pause déjeuner. En moyenne, 6 heures d'entretien par semaine avec un objectif, susciter le doute, notamment grâce aux référents cultuels. Samantha Anderlin dirige le programme RIVE en Ile-de-France qui accompagne 14 personnes en ce moment. Sa première démarche, ça va être de déterminer avec la personne une base commune de textes qu'ils reconnaissent tous les deux. Ensuite, la personne va parfois être demandeuse d'explications sur une interdiction, sur l'obligation des 5 prières par jour, sur le port du voile. Chacun va apporter les textes et puis ils vont échanger. On n'impose jamais une lecture de texte. Quand il y a une prescription religieuse, il va souvent expliquer le contexte historique dans lequel cette prescription a été instaurée. Et les premiers retours de cette prise en charge au compte-gouttes sont encourageants. Le programme coûte 30% de moins qu'une année d'emprisonnement, mais ça reste pour l'instant limité à une poignée de cas. L'enquête du 8h signée Salomé Legrand. Merci Salomé. En bref, Tariq Ramadan reste en prison. Je vous rappelle que l'universitaire est mis en examen pour viol. Il a été placé en détention provisoire, mais il demandait à en sortir pour raison de santé. Ramadan dit notamment souffrir d'une sclérose en plaques. Argument rejeté hier par la justice qui considère que son état de santé est parfaitement compatible avec la détention. Europe 1, il est 8h08. Ils n'étaient que quelques dizaines, ils ont tous été évacués. Tous les opposants au projet de centre d'enfouissement de déchets nucléaires de Bure dans la Meuse. 500 gendarmes les ont délogés hier. Les bulldozers se sont chargés des cabanes et des barricades. 7 personnes ont été placées en garde à vue. Évacuation terminée donc. Mais ce projet qui engage la France littéralement pour des milliers d'années, ce projet continue de susciter la polémique et les opposants délogés ont déjà promis de revenir. Sur place, reportage d'Arthur Mbaché pour Europe 1. À peine expulsés, bientôt de retour, les opposants ont entendu le ministre dire que les gendarmes allaient tenir le terrain. Pas pour longtemps, prédit Xavier. Non, mais ils ont perdu d'avance. Le bois, il sera réoccupé avant longtemps. Quand il y a des manifestations ici pour reprendre le bois, c'est des milliers de personnes qui sont là. Donc, ils pourront mettre autant de CRS qu'ils voudront. Le bois sera repris, c'est sûr et certain. Josiane lutte depuis presque 20 ans contre CIGEO. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'on a des soutiens partout. Moi, j'étais à Notre-Dame-des-Landes il y a 10 jours. Tous mes copains de là-bas sont en train de téléphoner. Je sais qu'ils sont en train de préparer on a des relais partout en France. Partout en France, mais combien? Le rassemblement hier soir devant la préfecture de Bar-le-Duc était maigrichon, dixit Christine, manifestante déçue. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'ils ont mis les déchets qu'ils ont prévus CIGEO en Meuse. Parce que c'est difficile de rassembler, vous le savez comme nous. Voilà. Peut-être que les gens ne sont pas contre le projet. Ils s'en foutent. Ce matin, le rendez-vous avec les opposants est toujours à l'agenda du secrétaire d'État. Sauf que les anti-CIGEO ont tous dit qu'ils ne viendraient pas. Trahis, disent-ils, par l'évacuation d'hier matin. Bure, Arthur Mbaché, Europe 1. Les opposants veulent revenir, on l'a entendu. Comment inviter un nouveau Notre-Dame-des-Landes? C'est la question que nous poserons à Sébastien Lecornu, justement. Le secrétaire d'État à la transition écologique est sur place dans la Meuse. Il sera avec nous en duplex dans 10 minutes maintenant, moins de 10 minutes même. Najat Vallaud-Belkacem a retrouvé du travail. L'ex-ministre de François Hollande qui a renoncé à briguer la tête du PS et qui s'est éloigné de la politique. Najat Vallaud-Belkacem est nommée directrice générale déléguée de l'Institut de sondage Ipsos. L'actualité, c'est aussi l'ouverture
Ouverture dans 24 heures du salon de l'agriculture. Inauguration demain matin, comme il se doit, par le président de la République. Emmanuel Macron qui a reçu hier plusieurs centaines de jeunes agriculteurs à l'Élysée. Il leur a promis notamment que jamais il n'y aura d'importation de bœuf aux hormones venus d'Amérique latine. C'est une des craintes des éleveurs aujourd'hui, alors qu'un accord de libre-échange est en cours de négociation avec le Mercosur, qui regroupe notamment l'Argentine et le Brésil. Bonjour Daniel Fortin. Bonjour. Daniel Fortin du journal Les Échos. Les agriculteurs, Daniel, français, craignent un désastre pour leurs exploitations. Oui, la FNSEA, le principal syndicat des agriculteurs, parle de 30 000 exploitations qui risquent de fermer si on laisse les importations de bœuf argentins ou brésiliens entrer massivement en Europe, tout simplement parce que ces viandes sont moins chères, qu'elles tireraient donc les prix vers le bas, tout en étant, je le précise, de bonne qualité. Leur problème est qu'aujourd'hui, Bruxelles négocie donc avec ces pays l'entrée de 100 000 tonnes supplémentaires de bœuf qui s'ajouteraient aux 185 000 qu'on leur achète déjà. Et alors, est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter ? Eh bien, ce qui frappe, c'est qu'en Europe, ils sont pratiquement les seuls à protester et Emmanuel Macron, qui les recevait, donc hier, leur a mis les points sur les i. Le problème, selon lui, ce ne sont pas les importations, mais l'organisation du marché français. Un marché largement dominé par un seul acteur, le groupe Bigard et ses abattoirs, qui transforment à lui seul la moitié des viandes bovines françaises. Et il exerce donc déjà une pression très forte sur les prix des agriculteurs. Résultat, dès qu'on élève un peu les niveaux d'importation, eh bien, ces prix dégringolent. C'est ça, aujourd'hui, le vrai problème des éleveurs français. Daniel Fortin, merci Daniel. Juste avant d'inaugurer le salon de l'agriculture demain, le président Macron va faire un crochet par Bruxelles aujourd'hui, sommet européen. Pour la première fois, les 27 vont discuter du futur budget de l'Europe sans le Royaume-Uni. Emmanuel Macron, qui par ailleurs a réclamé une trêve humanitaire en Syrie, trêve impossible. La Russie, qui soutient l'armée de Bachar al-Assad, s'oppose toujours à l'ONU à tout arrêt des combats dans la région de la Ghouta, cette enclave rebelle où 400 civils, dont une centaine d'enfants, sont morts depuis dimanche. Un massacre que dénonce Mohamed, un jeune Syrien qui vit justement dans cette enclave de la Ghouta. La communauté internationale reste spectateur de ce qui se passe depuis 3 jours jusqu'à présent. Vous entendez l'explosion des missiles autour de moi. On demande aujourd'hui que tout s'arrête, les bombardements du régime et des Russes, d'ouvrir des passages humains, de casser le siège imposé par le régime et les Russes. Maintenant, un abri souterrain a été visé par un missile d'avion. Un enfant de 1 an et demi a été tué. Le régime, aujourd'hui, il tue toute la vie, il tue tout. Il faut faire quelque chose pour arrêter la mort, pour sauver les enfants, sauver les familles. C'est pas possible ce qui se passe aujourd'hui en Ghouta. Voilà, témoignage recueilli par Pauline Jacot. Europe 1, il est 8h13. Les sports, par où commencer? Par les JO évidemment. Pyeongchang pourrait offrir à la France une 16e médaille aujourd'hui. Pyeongchang et surtout Martin Fourcade qui s'alignera tout à l'heure sur les coups de midi aux côtés de l'équipe de France de relais masculin en biathlon. Les sports, c'est aussi le foot. Marseille et Lyon qualifiés hier soir pour les 8e de finale de la Ligue Europa. Et puis il y a du rugby. France-Italie ce soir, 21h au stade Vélodrome. Et là je dis attention, les Français ont perdu leurs 2 premiers matchs du tournoi Destination. On se souvient du fiasco écossais où une partie de l'équipe a un peu trop fêté la défaite dans les méandres de la nuit d'Édimbourg. 8 joueurs exclus. Alors ce soir, face à l'Italie, Simon Rubin, pas de blague. C'est une équipe de France un peu hagarde qui s'apprête à affronter l'Italie. Depuis le scandale de la nuit écossaise, 5 joueurs ont été exclus du groupe. Les autres sont encore chamboulés, avec le sentiment que tout va de plus en plus mal. Un malaise tel que la semaine dernière, le capitaine Guillaume Guirado, écœuré, a passé plusieurs jours chez lui, téléphone éteint, loin du tumulte. Quant au manager Jacques Brunel, il a fermement recadré ses joueurs. C'est un privilège quand même d'être là. Le seul statut de l'équipe de France justifie d'avoir un comportement adapté. Ça n'a pas été, il y a eu changement et j'espère que la leçon sera retenue. Outre les problèmes de comportement, rappelons que les Bleus n'ont plus gagné depuis presque 1 an. Ambiance morose, d'autant plus que même la météo semble se moquer des Bleus venus dans le sud pour se préparer au soleil. Ils ont dû finalement s'entraîner sous la neige. Pourtant ce soir, ils partent bien favoris, mais dans un match où ils n'ont rien à gagner et tout à perdre. Une victoire sur l'Italie ne serait pas un exploit, tout juste un soulagement. Une défaite en revanche achèverait un groupe à la confiance déjà chancelante. Marseille, Simon Rubin, Europe 1. Europe 1.